Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Aujourd'hui, 3 mai, le monde entier commémore la journée internationale de la liberté de la presse. Comme chaque année, la Maison de la Presse organise une série d'activités. Mais voyons d'abord quelle appréciation font les confrères de la liberté de la presse au Niger. On les écoute. Et la liberté de la presse, comme on dit, vous savez, cette année-là, c'est médias et démocratie que les gens veulent parler. Vous savez, il y a beaucoup d'ouvrages par rapport à ça. Et la liberté de la presse, on parle sur cette journée, nous, on parle surtout le journalisme à l'heure de désinformation. On peut dire qu'au Niger, il y a la liberté de la presse. Pour ces derniers temps-là, depuis la signature de la montagne de la table qui donne droit aux journalistes de diffamer, d'écrire ces rumeurs, sans recourir pour l'amener à la justice ou bien devant les tribunaux. Ça, c'est vrai, on a ça, mais à un certain moment donné, nous souffrons de ça un peu ici au Niger. Il y a plusieurs journalistes qui ont été interpellés à la PJ, alors que dans notre ordonnance de 25, c'est des choses qui étaient prévues de ne pas amener les journalistes devant les juridictions ou bien pour leur métier. Il y a ça. Maintenant, en ce qui concerne la presse publique, on peut dire qu'on est libre parce que c'est la presse gouvernementale. Nous travaillons dans le cadre de l'information. Nous cherchons de l'information. L'information que nous recueillons, c'est ce qui a été dit, c'est ce que nous allons diffuser. De la conférence nationale à aujourd'hui, un grand chemin a été parcouru. Nous étions partis uniquement des organes de presse publique et aujourd'hui nous sommes à un stade où il y a un foisonnement d'organes de presse dans notre pays. On compte une centaine de titres de la presse écrite, une trentaine de radios, une quinzaine de télévisions et au moins 200 radio communautaire. Ce qui montre, si besoin est, que le monde des médias évolue et le monde des médias est très riche dans les différents secteurs. Maintenant, dans la pratique, des constats divers peuvent être établis. On a à un moment progressé dans le classement de Reporters sans frontières et c'est depuis lors, certaines années, nous sommes en train de régresser dans le classement. Ce qui montre que si besoin est, il y a beaucoup de défis. Il y a des contraintes qui surviennent et nous devrons savoir comment faire face à ces contraintes. Nous devrons savoir comment apporter des réponses aux défis que font face les journalistes et les médias. Le dernier classement de Reporters sans frontières RSF récemment publié classe le Niger 10e sur 54 pays africains et un recul de 3 points. Réagissant à ce classement, le président de la République, Issou Mahamadou, a indiqué que de 2011 à 2019, le Niger n'a pas reculé. Le président de la République, Issou Mahamadou, que je propose de suivre. Le Niger n'a pas reculé parce que quand on est arrivé au pouvoir en 2011, vous savez quel était le rang du Niger du point de vue de la liberté de la presse? On était 139e. 139e classement de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, nous sommes 66e, vous dites. Le dernier classement. Le Niger est un pays démocratique. Le Niger est un des pays les plus libres d'Afrique. Le classement du Niger n'est pas loin de celui des États-Unis, de celui de la France et peut-être même de celui de l'Allemagne. Nous sommes une démocratie où les droits humains sont totalement respectés. La liberté de la presse, le classement, tient compte non seulement du comportement du gouvernement, mais aussi du comportement des journalistes. Il peut arriver que les journalistes se comportent mal et que cela dégrade le classement d'un pays. La loi portant charte accès à l'information et aux documents administratifs n'est pas toujours en vigueur. Et pour cause, le décret d'application traîne, ce qui ne fait pas les affaires des journalistes dans leur collecte quotidienne des informations fiables. Le reportage est signé Hamza Sakou. C'est l'une des difficultés que rencontrent les journalistes au Niger dans le cadre de leur métier, avoir accès à des sources d'informations malgré l'existence d'une ordonnance autorisant l'accès à ces sources d'informations. Beaucoup de personnes résistent face à cette ordonnance en refusant des informations aux journalistes en cas de besoin. Pourtant, le problème ne devrait pas se poser. Vous savez, une chose est de disposer de textes et une autre de les appliquer. Et il faut dire que nous venons de loin, car la question de l'accès aux sources de l'information détenues par l'administration, c'est une question qui
a toujours été une difficulté dans nos pays, notamment d'Afrique, où l'administration a toujours cultivé les secrets. Nous avons une culture de secret dans l'administration, au point où l'information la plus banale ne peut vous être livrée sans l'autorisation de la hiérarchie et parfois au plus haut sommet. Or, que constatons-nous? Les informations sont là, mais les fonctionnaires hésitent à les donner parce que tout simplement, elles vont être rassurées qu'ils ne subiront pas de sanctions en donnant ces informations. Mais un autre problème, c'est que autant dans l'administration, autant dans la population, les gens ignorent les mécanismes de cette ordonnance portant accès à l'information et aux documents administratifs. Mais aussi, il y a une nécessité de faire de la sensibilisation. Le Conseil supérieur de la communication avait, il y a quelques années, édité un guide pratique pour l'utilisation de cette ordonnance. Et je pense que cette institution devrait rééditer aux besoins ces guides et les vulgariser aux besoins dans plusieurs langues pour permettre aux gens de savoir que l'ordonnance existe. Cependant, en cas de refus de livrer une information aux journalistes, des voies de recours existent. Vous avez plusieurs recours. D'abord, il y a les recours gracieux. Le recours gracieux, c'est auprès de la personne qui refuse de vous donner l'information. Si cette personne refuse, vous faites le recours hiérarchique, c'est-à-dire son supérieur hiérarchique. Et quand au niveau de la hiérarchie, même vous n'avez pas gain de cause, en ce moment, vous faites un recours pour excès de pouvoir au niveau du tribunal administratif. Voici ce que l'ordonnance prévoit. Vous pouvez aussi faire un recours au niveau du médiateur et l'un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez faire le recours juridictionnel, tout comme vous pouvez en même temps saisir les médiateurs qui doivent vous répondre dans un certain délai. Voici donc les recours qui s'offrent à vous en cas de refus de délivrer l'information détenue par l'administration. Il revient donc aux organisations socio-professionnelles de médias, le Conseil supérieur de la communication et le ministère de tutelle de créer les conditions pour faire appliquer l'ordonnance portant charte d'accès à l'information sans entrave. À l'occasion toujours de cette journée de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui ce 3 mai, retenez que la Maison de la Presse a organisé ce matin une série de conférences sur des thèmes. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, il y a eu cette cérémonie qui a vu récompenser les meilleures œuvres journalistiques. Une cérémonie sur laquelle nous y reviendrons demain, Inch'Allah. Autre aspect de cette édition d'information, du 2 au 3 mai 2019, la chancelière allemande a effectué une visite de travail. Angela Merkel et Issoufou Mamadou ont échangé sur la coopération entre le Niger et l'Allemagne qui se porte très bien. Le président de la République et la chancelière étaient face à la presse hier soir à la présidence. Cette visite est la deuxième après celle d'octobre 2016. Le compte rendu de Hassan Saleh Moustapha sur des images de Sadoumi. Angela Merkel est venue au Niger pour faire le point sur la coopération entre le Niger et la République fédérale d'Allemagne, mais aussi pour échanger avec le président de la République sur la situation sécuritaire et la migration. Face à la presse nationale et internationale, la chancelière allemande a parlé de nouveaux projets qui seront financés par son pays au Niger. Des projets notamment dans le domaine militaire où 30 millions d'euros sont annoncés, 10 dans le secteur de l'eau et 15 millions dans la santé. Il y a donc une nouvelle évolution dont nous nous félicitons aujourd'hui. Il s'agit de nouveaux projets dans le domaine de la sécurité. Entre-temps, le conseiller militaire est arrivé que nous avions promis. Depuis ma première rencontre, nous en avons parlé. Il va coopérer avec le ministère de la Défense, ensemble avec les Pays-Bas. Nous avons décidé une aide à l'équipement pour les forces de sécurité dans la région de Touao. Et en 2020, nous prévoyons un projet similaire pour la région de Zinder.
Parlant de la migration, Angela Merkel a insisté sur la nécessité de développer les emplois pour lutter contre le trafic et la migration. Si on regarde la situation à Agadez, on pourra s'imaginer bien sûr un soutien presque illimité. Nous allons continuer notre soutien. Et il y a des projets allemands qui y sont présents, qui fonctionnent, qui sont mis en œuvre. Et on reconnaît l'engagement de l'Allemagne dans la région. Les efforts sont acceptés. Mais bien sûr, on attend encore davantage et cela ne me surprend pas du tout. Donc c'est pour cela que nous devons continuer à œuvrer en ce sens. Pour le président de la République, Issoufou Mahamadou, abondant dans le même sens, il est impératif de combattre la migration clandestine pour deux raisons. La première raison est morale, parce qu'il est inadmissible pour nous que des jeunes Africains meurent dans le désert ou en Méditerranée. La deuxième raison est sécuritaire, parce que les passeurs qui vont avec des migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes. Donc pour ces deux raisons, nous avons conçu un plan de lutte contre la migration clandestine qui a deux aspects, un aspect sécuritaire et un aspect développement. Le président Issoufou a fait aussi cas de la situation en Libye qui inquiète notamment les pays voisins. Nous avons beaucoup évoqué la situation en Libye. Et nous avons attiré l'attention de la chancelière sur l'importance d'une sortie de crise rapide en Libye. Parce que la Libye est la source de la déstabilisation des pays du Sahel. C'est la crise libyenne qui a amplifié les menaces auxquelles étaient exposés les pays du Sahel, que ce soit la menace terroriste ou la menace des organisations criminelles, le trafic de drogue, le trafic des armes, etc., etc. Et en plus est venue s'ajouter une autre menace aujourd'hui, c'est la menace de conflits intercommunautaires dans certains pays du G5 Sahel. Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, et la chancelière allemande Angela Merkel se sont réjouis de la parfaite santé de coopération entre le Niger et l'Allemagne. L'Allemagne qui s'engage aux côtés des pays du G5 Sahel pour combattre le terrorisme et les crimes organisés dans le Sahel. Avant de quitter le Niger aujourd'hui, la chancelière allemande Angela Merkel a mis son séjour à profit pour visiter le chantier de construction du siège de l'ONG SOS et enfants-femmes de victimes de violences de Mariama Moussa. Les temps forts de cette visite avec Ariad Salah. En visite au Niger, la chancelière allemande a mis son séjour à profit pour visiter le chantier en construction devant abriter le siège de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. L'ONG a été choisie par la chancelière allemande pour bénéficier du prix qu'elle a remporté en 2017. C'est un prix international pour l'égalité du genre, International Gender Equality Prize initié par le gouvernement finlandais. Ce choix de la chancelière allemande prouve que les actions de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales sont positives. Ce prix d'un montant de 150 000 € a permis la construction de ce chantier qui abritera la Maison de l'Espoir. La présidente de l'ONG SOS FEV, très émue de cette visite de la chancelière allemande, s'est exprimée en ces termes. Nous sommes heureux, très heureux de vous accueillir dans cette maison que nous avons d'ores et déjà baptisée Maison de l'Espoir. Pour déterminer ce nom, nous nous sommes inspirés de votre phrase très encourageante à notre endroit et nous vous citons. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales est une lumière d'espoir pour les femmes et les filles affectées par la violence au Niger. Fin de citation. L'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales vous remercie du fond du cœur. Nous vous remercions de cet honneur, de cette attention affectueuse pour notre organisation. Ce chantier est le fruit de votre générosité et de vos encouragements. Merci, Madame la Chancelière. L'ONG FEV a fait ses preuves dans le domaine de la prise en charge, le soutien et l'accompagnement des victimes de violences familiales. C'est pour cela que Mme Mariama Moussa, présidente de la dite ONG, a déclaré que le travail bien fait est toujours récompensé. Notre action n'est pas restée vaine. Notre lutte n'est pas restée vaine. Parce que nous venons d'accueillir la femme la plus puissante du monde, Dr Angela Merkel, qui a toujours œuvré
pour la défense des droits humains de par le monde et qui défend aussi la cause des femmes et des enfants, qui œuvre aux côtés des survivantes de violences basées sur le genre. Et sa visite reste gravée dans l'histoire du Niger. Nous avons aussi dédié une salle à son hommage, parce que cette salle, Angela Merkel, servira d'espace d'échange entre survivantes. À l'avenir, ça sera un centre multifonctionnel au sein duquel s'offriront tous les services, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique et la réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Il faut rappeler que la chancelière allemande Angela Merkel est une personnalité qui s'intéresse à la promotion de l'égalité entre les sexes. Cérémonie de remise des trophées de la 6e édition du prix nigérien de la qualité hier après-midi par le ministre de l'Industrie Malang Zanaïdou. Et c'est la société de transformation alimentaire STA qui a remporté le premier prix. Le compte rendu de Ismaël Oumi. La qualité est une exigence recherchée dans tous les domaines. Avec l'essor de la technologie et des réseaux, aucune économie ne peut échapper à cette exigence. C'est dans cette optique que cette compétition dénommée Prix nigérien de qualité est initiée. Le président du comité d'organisation salue toutes les sociétés qui ont participé à cette compétition, mais également ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité. Quant au ministre de l'Industrie, ce prix est d'élever le niveau de performance des entreprises par l'usage de la norme internationale ISO 9001, version 2015, relative aux exigences du système de management de la qualité. En effet, comme vous le savez, de plus en plus, les échanges économiques intègrent la dimension qualité et les spécifications techniques, toutes choses sans lesquelles les produits ne peuvent présenter la sûreté et la sécurité indispensables à leur utilisation. C'est dire que notre espace économique a plus que jamais besoin d'entreprises bien organisées et plus aptes à valoriser les énormes potentialités que regorgent nos États. Après ces différentes allocutions, ce fut le tour au président du jury de proclamer le résultat. Et c'est la société de transformation alimentaire STA qui gagne le trophée de la 6e édition du prix nigérien de qualité. C'est toujours encourageant d'avoir ce genre de diplôme pour nous notifier effectivement que la qualité, on le fait à la STA et on le fait bien. Raison pour laquelle on a eu ce rating de 82% qui est juste le résultat d'un travail accru. Et c'est toute une équipe qui est derrière. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes là, moi en tant que responsable assurance qualité, mais c'est toute une équipe qui est derrière parce que c'est un processus en fait. Et il faut le travail de tout un chacun pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à avoir ce prix d'excellence. 8 sociétés ont participé à cette compétition. Les 3 premiers sont des sociétés spécialisées dans l'alimentation. Peuvent également participer au prix de qualité de l'UEMOA. Tous les participants ont reçu des témoignages de participation. Et c'est à travers une photo de famille pour immortaliser l'événement qu'a pris fin cette cérémonie. Installation officielle ce matin à l'arrondissement communal de Niamey 5 du Conseil d'orientation de la stratégie communale de sécurité. C'est le délégué spécial de l'arrondissement communal Niamey 5 qui a présidé cette cérémonie en présence de notre reporter Nafissa Zakou. La présente cérémonie qui marque l'installation officielle du Conseil d'orientation de la stratégie communale de sécurité dans l'arrondissement communal Niamey 5 intervient dans le cadre du projet Dialogue Justice et Sécurité DGS financé par l'USAID. Un cadre de dialogue entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Le projet Dialogue sur la justice et la sécurité DGS, dont le Niger est l'un des 6 pays bénéficiaires, vise à améliorer les relations de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Et c'est dans cette perspective qu'il est organisé mensuellement une session de dialogue entre FDS et communautés
dans l'arrondissement communal Niamey 5, suivi des séances des activités communautaires conduites par les cadres de concertation pour le dialogue sur la justice et la sécurité de l'arrondissement communal Niamey 5. La cérémonie qui réunit aujourd'hui est l'aboutissement de ce processus qui a été caractérisé par un compromis, des ententes entre les différentes couches sociales et professionnelles de l'arrondissement communal Niamey 5, ayant abouti à l'élaboration de cette stratégie et son plan d'action. Dans son discours d'installation, le délégué spécial du 5e arrondissement a souligné les rôles du conseil d'orientation ainsi que sa composition. Le conseil d'orientation est chargé de définir des objectifs pour présenter la sécurité au sein de l'arrondissement communal Niamey 5, d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action de la sécurité communale, d'affiner l'analyse sécuritaire par quartier et village, de donner les directives nécessaires de la bonne exécution de cette stratégie, de décider des éventuelles orientations sur la base des résultats majeurs observés, de veiller au respect des priorités de la présente stratégie. Il est ainsi chargé de l'appréciation de la pertinence et du financement des programmes de la stratégie, d'allouer une ligne budgétaire pour l'exécution de la stratégie lors de l'examen du projet de budget. Une projection sur les objectifs et les intérêts du projet DJS a été faite à l'assistance avant de prendre une photo de famille pour immortaliser la cérémonie. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.